Alors maintenant, on arrive au fait qu'on retourne à la maison. Alors c'est vrai que nous, on avait notre petit moment de... On arrive à la maison, donc après notre petit trajet de 40 minutes en voiture, déjà on sort bébé de la voiture. Déjà moi, je voyais les gens passer dans la rue comme si de rien n'était, ils vivaient leur vie de tous les jours, alors que nous, c'était vraiment un truc de ouf, quoi. Alors je me dis, mais tout le monde ne s'arrête pas pour nous dire « Oh waouh !» Ouais, c'est là, avec le petit truc en plus, là, on s'était là genre « Waouh !» C'est notre premier moment de marche avec bébé vers chez nous. Quand on arrive dans la maison, que Morgane il redescend pour aller ranger la voiture et que j'étais toute seule à la maison avec elle et que j'étais là genre ok, tout va bien pour le moment. Et là c'est là qu'on a 48 000 questions. On est tout seul et tout et on se dit ok, est-ce que je laisse bébé dormir alors qu'il faut aussi que si par exemple je dois la mettre au sein, il faut que je fasse quoi clairement. Il y a plein de questions. Est-ce qu'on peut en profiter que tu sois là pour que tu répondes à ces questions. Typiquement cette question-là. Il faut laisser bébé dormir d'un côté et en même temps, par exemple la nôtre c'était elle n'a pas tout à fait repris son poids, il faut vraiment la mettre beaucoup plus au sein. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est vraiment un peu entre deux trucs, on se dit bah il faut la laisser dormir et en même temps il faut qu'elle mange, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit la réveiller? Si vous pouvez écouter ou regarder ce podcast avec Julie et Elisa, c'est grâce au studio Kams Yoga. Le studio Kams Yoga, c'est un studio que j'ai co-créé avec Morgane, qui contient plus de 600 vidéos de pratiques, des pratiques de yoga très courtes comme des pratiques beaucoup plus longues, avec des différents programmes, des challenges. Si ça vous intéresse de pratiquer le yoga avec moi ou d'autres professeurs aussi sur le studio, n'hésitez pas à aller sur le site kamsyoga.fr, vous créez un compte et ça vous prend seulement quelques secondes. Vous avez 7 jours d'essai gratuits, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça permet notamment de payer les locaux dans lesquels on a tourné et aussi les intervenants et de créer de nouveaux projets. Donc merci pour déjà tous ceux qui sont sur le studio et qui nous soutiennent depuis des années déjà. On reprend maintenant avec le podcast. Enfin, donc déjà, il y a plusieurs situations. Ouais. Donc vous avez une sortie précoce avec un bébé qui était plutôt petit poids. Donc on ne peut pas généraliser à tout le monde. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à la maternité, on va vous dire, faites boire toutes les 3 heures. C'est un repère et c'est surtout pour nous, pour voir est-ce que le bébé boit bien, est-ce que en plus, ça nous permet de voir s'il reprend du poids avec des apports dont on est un peu près sûr que c'est suffisant. Donc nous, ce qu'on dit à la mater, c'est toutes les 3 heures. Donc c'est vrai que c'est un peu... Nuit comprise. Nuit comprise. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu affreux. Voilà. Dans cette règle, toutes les 3 heures, qui paraît un peu violente, il y a quand même un autre truc à savoir, c'est que pour la maternité, déjà pour commencer. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, quand le bébé a repris du poids et qu'il commence à aller bien et que l'allaitement, par exemple, s'est mis en place, que vous voyez qu'il prend des bonnes quantités, genre 50, 60, 70, et qu'il dort 4 ou 5 heures, c'est pas grave. Mais au début, on se dit toutes les 3 heures. Et quand vous voyez, vous avez vu les 3 heures qui sont passées, vous êtes là, bon, bah, mon réveil a sonné. Tu regardes le bébé, il dort, mais du meilleur sommeil de sa vie. Il fait quand même de la peine de le réveiller, je suis d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est connaître les phases du sommeil du bébé qui sont complètement différentes des nôtres. Le bébé a 3 états possibles. On a l'état d'éveil, on a l'état de sommeil soit léger, ou soit l'état de sommeil profond. Le sommeil profond, c'est vraiment le bébé qui est mode poing serré, le visage sans aucune mimique et qui dort comme un plomb, quoi. C'est-à-dire vraiment, vous voyez qu'il fait aucun mouvement, il a une respiration très régulière, il bouge pas d'un poil. Ça, il faut éviter de rêver dans tous les cas, même si ça fait 3 heures pile, parce qu'en fait, c'est un cycle qui dure que 20 minutes. Donc, dans tous les cas, si vous mettez votre réveil et que vous voyez qu'il est comme ça, Au pire, on attend 20 minutes de plus. Au pire, vous attendez 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup dans la nuit, mais dites-vous que c'est un peu l'équivalent de vous êtes en plein sommeil profond et on vous dit tiens, réveille-toi, va falloir manger cette assiette-là parce que t'as pas du tout envie de manger, quoi. T'as nausée, t'es pas bien, voilà. C'est à peu près la comparaison que je donne. Donc, vous attendez les 20 minutes et quand vous voyez qu'il passe en sommeil agité, par exemple, le petit sommeil agité, c'est le sommeil où le bébé il commence à avoir les mains qui bougent, à avoir des fois des petites mimiques, des faux sourires, des petits... Voilà. Ça, c'est un moment où vous pouvez commencer à gratouiller bébé, à lui dire « Eh oh, faudrait peut-être bientôt boire un petit peu, voir comment tu vas prendre, etc. » Je sais que certaines personnes ne vont pas être d'accord. Peut-être toi, Julie, tu auras d'autres choses à dire. Je vais me permettre de compléter parce qu'il y a des trucs intéressants après. Et nous, c'est vraiment à la maternité, oui, parce qu'on a besoin de voir combien bébé prend. Parce qu'il y a toujours des bébés
dans l'eau qui peuvent avoir un peu des difficultés de succion et que si on attend, voilà, ils peuvent se mettre ce qu'on appelle en veille, comme tu dis, ou alors les petits bébés, comme Thaïs, c'est ce qu'elle a fait un petit peu à un moment. C'est-à-dire que les petits bébés, des fois, ils se disent, je suis un peu petit, je n'ai pas beaucoup de force. Je résume vraiment facilement. Donc, du coup, je dors pour garder mes forces, mais du coup, je bois moins. Du coup, j'ai encore moins de force. Et du coup, c'est le mode off. Économie d'énergie. Mode économie. Voilà. Et c'est ça qu'on veut éviter, nous, à la maternité, parce que ça peut causer des pertes de poids. Nous, on a le cut-off, c'est 10%, mais c'est pareil, c'est des signes d'alerte, quoi. Mais si un bébé perd plus de 10%, ça peut donner des jaunisses, ça peut donner toutes sortes de problèmes, de difficultés thermoréguliers. Donc, en fait, nous, c'est ça qu'on ne veut pas attendre. Donc, c'est pour ça qu'on dit tous les 3 heures. Mais après, c'est sûr qu'on est beaucoup plus flex une fois qu'on est rentré. Pour l'allaitement, c'est pareil, on dit toutes les 3 heures, mais s'il pleure tout le temps, moi, je conseille, c'est open bar les premiers jours, quoi. Le but, c'est que la montée de lait vienne et que plus le bébé il tète, plus ça produit derrière. C'est pour ça qu'une maman qui a des jumeaux, elle a plus de lait, ça tète. Donc, il faut être logique aussi de se dire le sein, au début, c'est quasi tout le temps. Je vais me permettre de rajouter justement sur l'allaitement, quand le bébé il est allaité, par rapport au sommeil, on peut donner le sein pendant le sommeil du bébé, pendant le sommeil agité en fait, parce que le réflexe de succion il est là. Et du coup, tu peux être dans je ne réveille pas mon bébé, mais il tète quand même. Et pour les bébés, et d'autant plus pour les bébés qui vont être en économie d'énergie, justement en fait, ils vont être en double économie, parce qu'ils vont avoir l'énergie, ils vont réceptionner, et en même temps, ils vont quand même dormir. Donc du coup, ils vont s'épargner un peu. Et puis du coup, après c'est de l'allaitement, mais tu peux au max mettre en peau à peau pour limiter la perte de température et du coup l'énergie. En fait, il y a plein de petites choses à mettre en place. Et par rapport à l'allaitement, vu qu'on n'a pas de graduation sur les seins, et que c'est vachement plus dur de savoir combien il prend, tu as donc déjà, il y a plusieurs choses à observer. Ça va être la déglutition. Et déjà, tu vois si sa succion elle est efficace ou pas. Tu as les couches, si elles sont bien mouillées. Est-ce qu'il y a des selles tous les jours? Au début, c'est même plusieurs selles par jour. Pendant les 3 premières semaines au minimum, il faut qu'il y ait plusieurs selles par jour. Donc en fait, il y a des signes comme ça qui vont dire, ok, là, le transfert de lait, il est bon, ou il ne l'est pas. Et du coup, s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait pour que justement, on ne parte pas dans un cercle de bébé qui se met en mode veille et puis que du coup, il tète moins, donc il dort plus, etc. etc. Et après, je suis moins calée sur les biberons. Mais l'allaitement, en tout cas, tu peux... Moi, je trouve que l'allaitement, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre à ce sens-là où tu peux mettre le bébé au sein quand il dort. Ça favorise quand même une certaine proximité, du coup, une perte de chaleur en moins. En fait, il y a plein de choses comme ça qui, pour moi, sont plus... on peut jouer sur plein de choses, en fait. Après, le pot à pot, on peut aussi le faire même au biberon, je Oui. Ah oui, totalement. Mais c'est juste qu'à partir du moment où tu allaites, déjà, tu as le sein à l'air. Donc, en fait, tu transmets de la chaleur et... C'est vrai que le sein, quand je dis toutes les 3 heures, c'est genre minimum, en fait. Oui. Mais si c'est tout le temps, ou toutes les heures, ou toutes les heures... Encore mieux, quoi. C'est très bien. Le risque, c'est justement... En fait, les 3 premiers jours de l'allaitement, c'est vraiment un moment qui est crucial parce que c'est le moment où on est en train de jouer sa montée de lait, en fait. Donc, si plus le bébé est proche de nous, plus le bébé va téter, plus le bébé est là, en fait, plus la glande va produire. Et d'ailleurs, on a des fois des problèmes pour les bébés qui doivent être hospitalisés en néonat. L'éloignement de la mère, ça rend beaucoup plus difficile ça. Et donc, pour par exemple les prématurés, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de tirer le lait de la maman, mais on dit à la maman, venez dans la chambre. Parce qu'en fait, il y a tout un truc qui se fait aussi sur le plan mental et physiologique de la maman qui est proche de son bébé produit plus de lait. Donc des fois, on leur dit même, prenez une photo de votre bébé en allant tirer. Oui. Le réflexe d'éjection est plus fort parce qu'en fait, elle va sécréter de l'ocytocine. Donc en fait, ça va et ça c'est vrai quelle que soit la vie en fait du bébé, si on veut tirer son lait. En fait, une vidéo, une photo, un truc qui sent son bébé, en fait, ça va faire une montée d'ocytocine qui est responsable de l'éjection du lait. Donc, ça va être beaucoup plus efficace de tirer comme ça qu'effectivement, si on est loin de son bébé, qu'on regarde pas de photos, qu'on est en stress parce qu'il faut tirer absolument pour bébé. Comme en plus, c'est des situations stressantes après la naissance, du coup, ça vient casser en fait ça. Alors que si on vient sniffer son bébé, ça marche d'un coup beaucoup mieux. Et c'est important justement d'avoir des équipes qui soient bien renseignées là-dessus pour justement dire à la maman, venez tirer, venez tirer à côté, c'est important, ça va vous aider, vous allez y arriver, pas de panique. Les premiers jours, je pense, sont primordiaux pour la mise en place de l'allaitement, si c'est ce qu'on veut, parce que effectivement, si on est bien accompagné, après, ça peut aller tout seul. Mais s'il y a des difficultés à mettre en place l'allaitement, je pense qu'il faut vraiment pas attendre qu'on n'en puisse plus ou qu'on ait mal ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut vraiment tout de suite aller contacter une conseillère en lactation ou aller voir une sage-femme qui est peut-être spécialisée là-dedans ou d'autres accompagnatrices ou accompagnants. Mais d'ailleurs,
on en a parlé avec des amis à nous. La mise en place de l'allaitement, il va beaucoup varier en fonction de l'enfant, mais aussi en fonction des gens qui sont autour de nous et qui vont nous transmettre un petit peu comment faire. Oui. Ou des mythes. Et du coup, à l'hôpital, je sais que nous, on n'a plus spécialement quelqu'un qui était, je dirais, hyper calé sur l'allaitement. Et donc, c'est quelque chose qu'on a dû revoir une fois qu'on était chez nous avec des conseillères et remettre en place. Alors que d'autres ont eu des gens tout de suite très calés et ça a été mis en place tout de suite. Donc, si ça ne marche pas à l'hôpital, je pense qu'il faut... C'est pas fichu, mais d'ailleurs, c'est pareil pour plein d'autres choses avec le bébé. Il faut trouver des fois les bonnes personnes et ça peut prendre du temps. Voilà. Moi, comme tu disais, les premiers jours sont primordiaux. Là, c'est moi personnellement qui parle, parce que du coup, mon premier a eu une difficulté de succion. Et comme l'allaitement me tenait particulièrement à cœur, déjà, j'avais une équipe qui était soutenante. Pas forcément ultra calée, mais en tout cas soutenante. Et déjà, ça change quelque chose. Et surtout, j'étais bien entourée, alors de loin, parce que, en l'occurrence, ma copine qui m'a beaucoup soutenue habitait très loin. Mais par message, essaye ça, je t'ai trouvé l'annuaire des professionnels qui sont formés pour toutes les difficultés de succion. Et en fait, du coup, j'ai consulté à 9 jours de vie une professionnelle que je remercie vivement, qui nous a super bien accompagnés, et mon grand a été allaité presque 3 ans. Sans elle, je pense qu'au bout de 3 jours, c'était fini. Sans elle, voilà, ça peut-être 3 semaines, ça aurait peut-être tenu 3 semaines. Mais c'est vrai que c'est très important de se dire qu'on peut forcément tomber sur des gens qui ne sont pas forcément au courant. Et moi, la première, par exemple, tout l'internat de pédiatrie, on a des cours sur l'allaitement, mais c'est des trucs hyper mécaniques, quoi. On n'a pas du tout, c'est en fait en suivant les mamans, en s'y intéressant parce qu'on a une sensibilité à ça. Mais c'est vrai qu'on ne va jamais nous expliquer, alors il y a cette position-là positive, cette position-là, il y a l'expression manuelle, il y a le tire-lait, il y a ça que tu proposes. Et en fait, ça, moi, au début de mon internat, on me demandait, mais j'étais chier, hein, clairement. Donc, les dames qui sont sur moi, je pense qu'elles se disaient, Mais alors, je rebondis là-dessus. Moi, en tant que je suis professionnelle de petite enfance, tu dis en crèche, on accompagne des allaitements. Enfin, il y a des parents qui allaitent. Eh ben, pas de formation non plus. Hein. Donc, je pense honnêtement que dans mes 3 premières années d'exercice en crèche, je pense que j'ai donné des conseils complètement à côté de la plaque. Sans vouloir mettre à mal l'allaitement des parents, mais parce qu'en fait, il y a un gros manque d'information, de formation. Et même maintenant que je suis formée, j'ai consulté pour ma deuxième une consultante en lactation IBCLC parce que j'avais un doute sur quelque chose, que je n'arrivais pas à me regarder faire et j'avais besoin de son regard extérieur pour m'aider. Finalement, j'étais pas trop mal, mais du coup, ça m'a permis en tant que maman d'être confortée dans ce que je faisais, d'avoir le petit conseil en plus. Et puis voilà, c'était quand même fondamental. Puis moi, par exemple, je sais pas évaluer une succion, je suis pas formée à ça. Donc j'ai préféré qu'elle vérifie parce que j'avais un doute. La phrase à dire tout le temps et que je dis tout le temps, parce que souvent les mamans qui veulent allaiter pour la première fois te disent c'est naturel, je vais y arriver direct. Oui, c'est naturel. C'est naturel, c'est pas du tout inné. Ça, par contre, c'est clair et net qu'il va y avoir un entraînement à faire du côté du bébé et du côté de la maman. Absolument. Et donc, les premières fois que ça passe parfaitement, que le bébé tête direct, que le lait gicle, ça arrive, mais c'est pas toujours. Ouais, et c'est pas souvent le cas parce que la position doit être un peu revue, etc. Et puis effectivement, il peut y avoir des difficultés de chaque côté. Ouais. Et comme tu dis, c'est des fois le petit conseil qui va changer switcher le truc et qui va te redonner confiance et qui va te dire OK. Alors des fois, c'est difficile aussi, je trouve, c'est chez certaines mamans qui se disent je veux allaiter et qui au final, des fois, tu sens qu'en fait, pas sûr. Pas vraiment. Et alors, nous, des fois, on se retrouve à genre jusqu'où on va en disant allez, alors qu'en fait, tu sens que derrière, tu n'es pas si sûr que ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie au début et qu'en fait, vous n'aimez pas, parce que, je sais pas, soit si vous voulez persévérer, vous nous dites on y va. Mais si vous voulez arrêter, c'est OK, quoi. Enfin, clairement, il faut surtout pas se forcer à allaiter parce qu'on a des mauvaises sensations, parce qu'on trouve que c'est fatigant, parce qu'on a envie que le coparent aussi y participe. C'est totalement OK et il faut pas avoir honte de dire j'ai pas envie, quoi. Ouais, mais par contre, pour faire ce choix, je pense qu'il faut avoir les bonnes infos. Et c'est là le problème que je trouve qui est souvent rencontré, c'est qu'il n'y a pas les bonnes infos. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec des mamans qui ont dit mais en fait, je regrette d'avoir arrêté parce qu'en fait, et je trouve ça horrible parce que moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis de vraiment, il y a un choix qui est très personnel. Tu peux ne pas vouloir, puis finalement, avec la tétée d'accueil, te rendre compte qu'en fait, tu as envie. Puis au bout de 3 jours, finalement, tu hésites, mais en même temps, l'allaitement, il se met en place plus qu'en 3 jours. Donc voilà, est-ce qu'on persévère ou pas? Mais en fait, si on n'a pas les infos, on ne peut pas faire un choix éclairé. Exactement. Donc tout est à nuancer, mais avec les infos de base. Et le problème, c'est que ça manque encore trop, beaucoup trop.
D'ailleurs, on n'a pas parlé du fait des bienfaits de l'allaitement maternel. C'est vrai qu'on parle souvent pour le bébé. Donc ça, on sait que pour le bébé, il y a moins d'infections parce que le lait maternel contient des anticorps. Donc ça diminue les otites, les angines, les méningites, enfin, plein de choses. Ça améliore aussi le devenir au long terme. Donc il y a moins de diabète chez les enfants plus tard. Il y a moins d'allergies, il y a moins d'asthme. Donc c'est plein de choses pour le bébé, ça on le sait. Mais côté maman, sachez que c'est aussi bien pour vous. Vous pouvez le faire aussi de façon égoïste. Totalement, voilà. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je le fais pour moi. Non, mais c'est vrai. Donc, ça diminue le risque de cancer du sein et de l'ovaire. Ça diminue le risque d'anémie, parce que du coup, vous n'avez plus de règles, donc il y a moins de sang qui part, donc ça, c'est mieux pour ça. Ça diminue le risque d'ostéoporose aussi au long terme. Et ça diminue le risque de décès par maladie cardiovasculaire également. C'est assez important, surtout que notre époque, c'est quand même une cause de décès majeure. Et en plus, ça permet de perdre du poids plus rapidement, c'est prouvé aussi. Et l'utérus regagne aussi sa place plus rapidement, parce que du coup, avec le réflexe d'éjection, il y a la contraction utérine revient et ça peut être très douloureux, hein, du coup, les tranchées en allaitement. Mais avec une bouillotte chaude, c'est incroyable. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Mais oui. Ah, je viens d'apprendre 2 trucs, je suis trop contente. Et sinon, côté biberon aussi, pour qu'il y ait un peu une balance des deux, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors nous, pour notre histoire, on a fait de l'allaitement qui a été un peu compliqué, puis on a fini sur du... Au bout de 5 mois, à partir de à la fin du 5e mois, on a commencé le biberon. On a fait du mix, et après on était sur du biberon. Et on a fait, mais même avant, non? On faisait du mixte, mais avant on faisait du je tirais le lait, etc. Ouais, parce que pour le coup, nous, c'était Thaïs qui avait du mal à téter de manière en quantité suffisante. Donc du coup, il fallait en plus tirer le lait à côté pour lui donner un peu plus à chaque fois. Mais malheureusement, elle n'a jamais réussi à téter toute seule à fond. On n'a jamais réussi à remettre ça. Donc du coup, elle tétait au sein, mais pas tout le temps. Et donc du coup, on lui donnait petit à petit au début à la seringue et après dans des biberons qui étaient un peu plus grandes. Puis voilà, après finalement, on est passé sur autre chose. Parce que pour plein de raisons, mais aussi parce que c'était plus confortable à la fin pour moi. Et du coup, oui, tu voulais dire quoi ça? Et du coup, moi, ça m'a permis de pouvoir participer à l'allaitement, parce que je pouvais donner le biberon à Thaïs. La nuit aussi, quand elle se réveillait, on pouvait se partager aussi un petit peu la charge. Il n'y avait plus que la maman qui était obligée de se lever toutes les 3 heures, mais moi, je pouvais faire toute la nuit ou 1 sur 2. Aussi, on l'a dit, le biberon, ça nous permet de savoir quelle quantité boit le bébé, contrairement au sein, où ça, franchement, c'est... nous, comme il y avait un problème de poids, ça nous a aussi beaucoup allégé mentalement de nous dire elle a bu 50 grammes, on sait qu'elle les a bu. Millilitres. Oui, millilitres, donc ça détendait aussi un petit peu l'esprit. Voilà un petit peu, moi, les points qui m'ont plutôt, en tout cas, plu dans ce que ce soit le biberon ou le dalle. Vous pouvez regarder ce que c'est le dalle. Voilà, quoi. Oui, c'était le fait que, parce que du coup, je tirais mon lait pour ça. Mais après, concernant le lait, on appelle ça le lait infantile, c'est ça? Le lait infantile ou lait artificiel, ouais. On peut aussi parler d'allaitement artificiel, hein, c'est pareil. Donc, c'est vrai que de plus en plus, les laits sont hyper contrôlés, ils se rapprochent de plus en plus du lait maternel. Ils essayent même de rajouter de plus en plus de choses, des anticorps, des enzymes, plein de choses pour que ça soit mieux digéré. Donc, en vrai, c'est vraiment très bien de donner aussi le lait infantile. Donc, c'est vraiment une décision à prendre après avoir eu toutes les infos, comme on a dit. Et pour toujours la question, quel est le meilleur lait? Ça, genre, je ne sais pas. C'est celui que votre bébé prend. Donc, souvent, je dis, s'il a eu celui-là à la mater et qu'il l'a pris, Continuez, ouais. Et après, il faut vraiment faire du cas par cas. Donc, consulter un médecin pour changer de lait, parce que c'est vraiment pas bon de changer de lait à chaque fois qu'il y a un problème en pensant ça va le régler, ça va régler, ça va régler. Des fois, on voit des gens qui changent 10 fois de lait. Voyez un médecin et on peut pas donner de conseils là-dessus sur quel lait. Oui, parce que tu peux avoir des reflux, des RGO, quoi, des reflux pathologiques, mais tu sais pas forcément... Si c'est dû à ça. On va justement sur des forums, on trouve de tout et n'importe quoi en disant achetez ce lait, il est incroyable. Donc après, les gens disent oui, mais moi je l'ai pas dans ma pharmacie. Mais en fait, faut voir des médecins pour les laits parce que
Oui, puis maintenant, t'as plus que du lait. Enfin, les laits, c'était à base de lait de vache à la base, mais t'as maintenant des laits de chèvre, des laits de riz, je crois. Donc ça, c'est peut-être à prendre en compte aussi, mais avec un avis médical. Avec un avis médical, s'il y a des signes d'allergéoprotéine du lait de vache, clairement, oui. Mais jamais à changer. Non, mais on est d'accord, c'est pour ça que je Voilà, c'est ça. permettais de rebondir, parce que les allergies. Voilà, mais du coup, je trouve que c'est intéressant justement de se dire, oui, il existe plein de choses, mais on fait le point. Voilà, faut faire le point. Moi, je donnerais pas un conseil global, à part si ayez un lait qui est facile à trouver. C'est vrai que des fois, il y a des laits qu'on peut commander en ligne et tout. Si un jour le truc arrive pas, qui se refait quoi. Donc, On part en vacances et on n'en a plus assez. Et là, on peut pas l'avoir facilement. Quoi. Un bébé qui s'habitue à un lait, des fois, de lui donner un autre biberon, ça peut être galère. Comme le doudou. Alors, il y avait aussi toutes les questions de quand tu es à la maison. Évidemment, ton bébé pleure. À un moment donné, c'est normal que le bébé pleure. Mais on est fatigué, on n'en peut plus. Les bébés qui pleurent à chaque fois que je le pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pose la question à l'une ou l'autre. Première qui veut parler. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'en peut vraiment plus et qu'on est à bout, on met le bébé dans son lit et on sort crier. Ou souffler, ou que sais-je, on met son bébé en sécurité. Parce que là, je vais vraiment plutôt parler de bébé secoué, du syndrome de bébé secoué. C'est quand on arrive dans un état d'épuisement, que le bébé il pleure, et c'est un geste malheureux, où en fait le parent ou l'adulte, parce que ça n'arrive pas qu'avec les parents, mais va secouer très fort le bébé comme ça, et en fait le cerveau va revenir rebondir dans la boîte crânienne, et ça cause des séquelles pouvant aller jusqu'à la mort. Donc vraiment, si on sent qu'on n'en peut plus, on pose son bébé. Ça, c'est vraiment le point méga important. Ensuite, un bébé qui pleure quand il est tout petit, et que dès qu'il est dans les bras, il s'arrête. 2 options. Soit il a une difficulté à longer, ça peut être un reflux, mais là, c'est pas moi qui vais en parler le mieux. Et du coup, on en parle à son pédiatre, clairement. Soit c'est, entre guillemets, je vais dire juste parce que c'est un peu moche dit comme ça, désolé pour les parents qui subissent ça en ce moment, mais juste un besoin de proximité. Et surtout là, on se rappelle que c'est normal, ce besoin de proximité. Le bébé, il est tout petit, il est immature, sans un adulte pour s'occuper de lui. Il décède en gros, clairement. S'il est tout seul dans la nature, il ne survit pas. Le bébé, lui, il n'a pas intégré qu'on est en 2024, qu'il a ses parents qui s'occupent de lui. Donc dès qu'il est seul, pour lui, il est en danger. Donc il fait une alarme, il se met en alerte et il appelle son parent. Et c'est là où, dès qu'on le prend, il s'arrête de pleurer. Oui, parce qu'en fait, là, le parent vient de répondre à son besoin de proximité. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, autant que possible, on répond à ce besoin. Si on sent que c'est trop, on n'hésite pas à trouver du relais, en fait. Donc, soit avec le coparent, si c'est possible, soit avec des amis, si on peut. On sort, on va au lieu d'accueil parents-enfants. Enfin, en fait, on se trouve des espaces de soupape. Et puis, du coup, c'est là où, moi, j'ai un peu vendre mon truc, mais c'est du portage, clairement, en écharpe ou porte-bébé, tant que ça vient respecter l'enroulement du bébé, parce que c'est important pour lui. En fait, on va le garder. Donc, ça peut être en ventrale, en dorsale, comme on veut, mais comme ça, on peut aller se balader. On prend l'air. Clairement, c'est les moments où c'est important pour moi, je pense, de justement pas rester seul chez soi. Même si on va se balader seul, le fait de se promener, on redescend en pression. Et on se rappelle que le pic de pleurs, il est aux alentours des 6 semaines, et surtout le soir. Et que ce pic de pleurs, il est normal. Et que plus, justement, on va être dans la proximité, dans des pratiques qui vont, le portage, le massage, qui vont venir vraiment créer de l'apaisement, du contact, plus les pleurs vont réduire. Je dis pas qu'il y en aura pas, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit, mais du coup, plus ça va réduire. Contrairement à ce qu'on peut entendre je le dis quand même. Parce que oui, dis-le, c'est important. Te dire, ah là là, tu pleures toujours, tu vas en faire un bébé à bras, tu vas jamais t'en séparer. Du genre, à 18 ans, il sera encore dans tes bras. Pas de problème, promis, à 18 ans, ils sont bons. Justement, c'est ce que tu dis, c'est l'inverse. Quand tu réponds à un besoin, il est plus autonome. Donc après, il va vers l'autonomisation parce que tu as répondu à son besoin. Donc, laisser pleurer un bébé, normalement, on ne recommande plus du tout. Donc, il faut porter, sauf si vous en pouvez plus, comme on a dit tout à l'heure. Et à ce moment-là, on décharge, on fait... Et c'est pas parce qu'on va le laisser pleurer une fois, je sais pas si c'est ça que tu allais dire, qu'on va casser son cerveau. Parce qu'on entend beaucoup le « Ah, faut pas le laisser pleurer parce qu'après, au niveau cerveau... » Oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'est la répétition qui va créer vraiment une angoisse, une anxiété chez le bébé. Alors que si c'est une fois et qu'après, on récupère son bébé, on lui dit « Je suis désolée, là, c'était tellement difficile pour moi, je pouvais plus t'accompagner. » C'est OK. C'est OK. Je l'ai fait une fois, hein. Moi, j'en pouvais plus. Hein. J'étais toute seule chez moi. J'ai posé mon bébé, ça a duré 2 minutes. Je suis ressortie, je me suis mise à pleurer. Une fois que moi, j'avais pleuré, du coup, j'étais redescendue en tension. Et là, j'ai pu m'occuper de lui.
J'ai pleuré après encore parce que je me dis, je suis désolée. Mais c'était mieux d'être dans cette situation très inconfortable que de lui faire du mal, en fait. Et par contre, plus on va répondre à son besoin, plus il va se sentir sécurisé, plus il va être capable d'aller explorer son environnement. Et ça ne dure pas que 3 mois. On a dit qu'on allait parler des tout petits, mais ça dure longtemps, ça dure plusieurs mois, plusieurs années. C'est important de sécuriser son enfant quand il est petit, parce qu'après, ça donne des enfants qui sont bien dans leur basket. Et non, on ne fera pas un bébé à bras. Oui, ça paraît de loin, parce qu'on vit dans une société où il faut que l'enfant il soit tout de suite très autonome, il dorme tout seul, il soit tout seul. Mais en fait, non. C'est important que ça passe par la proximité. Il y a aussi une autre chose qu'on nous a dit, c'est que le bébé, il ne se joue pas de nous. Il n'essaye pas de truquer. C'est-à-dire que quand il pleure, c'est pas parce qu'il veut nous avoir ou que c'est que c'est un... manipule pas. Voilà, c'est ça le mot. Oui, il n'y a pas de qu'il ne cap. manipule pas. C'est un besoin fondamental auquel il fait appel et qu'il faut qu'on lui donne. Et donc, voilà. Quand on a compris ça, on arrivait aussi plus facilement à se dire, ok, s'il pleure, c'est vraiment qu'il a besoin de quelque chose et j'essaye de répondre à ce besoin-là. Mais il y a vraiment aussi des questions qu'on peut se poser et sur lesquelles on peut se retourner vers un médecin pour à partir de quel genre de pleurs je dois m'inquiéter. En fait, est-ce qu'il y a un moment où je me dis, oulala, c'est pas normal? Ça, c'est difficile de répondre comme ça, je pense. Parce qu'il y a plein de pleurs qui sont normaux, vraiment. Je pense que quand vous avez votre bébé qui pleure vraiment pas comme d'habitude, qui s'alimente moins bien, là, c'est quelque chose. Pour un bébé qui s'alimente moins bien, c'est un vrai problème. Mais il y a plein de pleurs où, en fait, ça reste normal. Je pense que le jour où vous voyez vraiment un bébé qui est tout rouge, qui n'arrive jamais à se calmer pendant plusieurs heures, et encore, ça peut être normal, mais je pense que c'est votre inquiétude aussi qui doit jouer, mais sachez qu'il y a le taux est quand même assez élevé. Mais c'est difficile de répondre. Je peux rebondir du coup sur ta question. Je vais pas avoir une indication plus précise parce qu'effectivement il y en a pas. Mais par contre, moi je trouve, et voilà, ça a été prouvé aussi, c'est que plus les bébés sont portés, moins ils vont pleurer. Mais du coup, plus aussi vous allez être proche, plus vous allez ressentir les choses et donc reconnaître, sentir si c'est un besoin plus habituel ou un besoin moins habituel et que là il y a peut-être une inquiétude à avoir. Et en fait tout ce qui va passer, portage, massage, proximité vraiment, du moins au moins les premiers mois, en fait ça permet de décoder ça beaucoup plus finement que forcément si l'enfant il est tout le temps loin, on le voit moins, on le ressent moins. Et en fait dans toutes ces pratiques là, il y avait une étude qui avait été menée qu'avec des papas justement, parce que pour éviter le biais de l'instinct maternel, on l'a vu. Voilà, où les bébés qui étaient portés par le papa avait beaucoup plus confiance en lui parce qu'il arrivait à répondre plus rapidement aux besoins de son bébé. Oui, forcément, puisqu'il le ressent tout le temps. Donc dès que le bébé il est un tout petit peu inconfortable, le papa s'ajuste sans même s'en rendre compte. Et du coup, comme il répond correctement, il prend aussi beaucoup plus confiance en lui. Donc du coup, c'est plus sa place. Et du coup, ça fait quand même moins de pleurs. Et du coup, quand il y a pleurs, les parents arrivent à décoder plus rapidement ce qui se passe pour leur bébé, en fait. Et c'est ça qui est, je pense, à avoir un petit peu en tête aussi avant de se dire, bon, est-ce que c'est un pleur que je connais? Est-ce que ça me semble comme d'habitude? Non? Ok, je vais peut-être consulter. Après aussi, pour vous rassurer, les bébés qui vont pas bien, généralement, ils sont plutôt éteints. C'est-à-dire que les gros pleurs, c'est des besoins, mais c'est rarement des choses graves ou des douleurs, des problèmes. Les reflux, ça fait pleurer parfois, mais c'est les œsophagites aussi. Donc, quand il y a vraiment des... Mais c'est pas des choses extrêmement, extrêmement graves qui doivent... les pleurs, ça inquiète. Combien de fois aux urgences, il y a des parents qui arrivent à 3h du mat, motif pleurs incessants. T'arrives, tu vois le bébé dans le cosy en train de dormir. Oui, il s'est endormi. En fait, c'est normal de stresser et moi, j'en voudrais jamais, mais... Vaut mieux consulter pour rien plutôt que de pas consulter quand il y a quelque chose. Mais sur les pleurs, là, il s'est endormi en voiture, ça me fait penser aussi que parfois les bébés, ils déchargent aussi. Quand je disais le pic des 6 semaines. Et en fait, plus la journée va être intense pour le bébé, plus le risque de pleurs long et fort le soir est élevé. Et c'est pour ça que, si un bébé il a commencé la crèche à 10 semaines, peut-être que le soir, ça va être un carnage. Si vous avez passé toute la journée à vous balader avec une poussette face à la route, il y a du bruit, au niveau visuel, c'est énorme. Au niveau sensoriel, on se rappelle de ce qu'on disait tout à l'heure avec le bébé dans le ventre. Et là, d'un coup, multiples informations. À un moment donné, il faut que ça sorte. Du coup, ça sort en pleurs. Et ça, c'est bon à savoir aussi. Quand on savait qu'il y avait les pleurs de décharge le soir, on se dit « Ok, c'est le moment des pleurs de décharge ». Et là, on accueille. Et on est juste avec bébé et on est là genre « Ok, on est là pour toi, il n'y a pas de souci, on t'accompagne. » Et vas-y, libère, quoi.
Et on sait quand on a des grosses journées, on se dit ah attention ce soir possiblement on va devoir beaucoup marcher, faire du ballon, mettre de la musique, enfin On retourne de vacances aussi. Oh là là, le carnage, je m'en parle pas. Mais du coup voilà, c'est bien de l'avoir en tête et de se dire ok, bah vas-y, décharge, dis-moi ce que t'as à dire et on va y arriver. On y arrive. Petit aparté dans ce podcast pour te dire que j'ai créé un programme de yoga prénatal pendant ma propre grossesse. À ce moment-là, je sais que j'avais envie de continuer de bouger et en même temps, j'avais besoin de soulager des maux de grossesse que j'avais au quotidien. Et je sais que c'est le cas de pas mal de femmes qui savent pas forcément quoi faire. Grâce à mon expertise en yoga prénatal, j'ai créé ce programme pour justement vous accompagner dans chaque trimestre de la grossesse pour répondre à tous les maux du quotidien, notamment pour étirer le dos, pour soulager les jambes, pour relâcher les douleurs qu'on peut avoir au niveau du bassin, du bas du ventre. Des vidéos qui vont être dynamisantes, des vidéos qui vont être beaucoup plus relaxantes, détentes. Et tout ça pour aussi se connecter à son bébé et se préparer aussi émotionnellement à toute notre grossesse et à la suite. Aujourd'hui, ce programme accompagne et a déjà accompagné plein de futures mamans à vivre leur grossesse encore plus sereinement. Donc si toi ça te parle et que tu as envie de te l'offrir ou de l'offrir à quelqu'un qui t'est cher, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Allez, on reprend avec le podcast. Ça y est, on a un petit peu parlé de bébé, de tous ses besoins fondamentaux, de quand est-ce qu'il pleure, comment il fait pour aller manger, pour le sommeil, etc. On a aussi parlé pas mal de l'allaitement. On vous met en lien, dans la bio, on vous met aussi plein de petites descriptions et liens de personnes à aller voir ou de documents, de ressources sur l'allaitement dont vous pourriez avoir besoin pour avoir plus d'infos ou trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Et maintenant, passons au dernier sujet principal qui était la parentalité. Le fait que ça y est, on est de retour à la maison, bébé, on a un petit peu vu ses besoins. Maintenant, les besoins des parents un petit peu, hein, parce que le postpartum, c'est aussi les parents. Alors, je vous propose qu'on s'installe un peu plus confortable. Parce qu'en fait, on a les jambes croisées depuis 2 heures qu'on tourne. Donc, je vous propose qu'on se mette un peu plus confortable, en tout cas ceux et celles qui veulent. Voilà, moi, j'enlève mes chaussures pour vous montrer mes superbes chaussettes jaunes sushi. Et je m'installe. Mais superbe. Ces superbes chaussettes, effectivement, je lui pique ses chaussettes. Ça, c'est un vrai sujet de Discord. De baby clash même. De baby clash. Le postpartum, c'est un sujet qui est important, je pense, de traiter avant même l'accouchement. Dans toute la préparation en fait, à l'accouchement, c'est aussi des choses qu'on peut préparer à l'avance pour justement essayer de minimiser le plus tout ce qui va être les dépressions postpartum ou tout ce qui est, il y avait le baby clash, mais il y a aussi le fatigue, baby blues. Baby blues, toutes ces petites choses là qui arrivent postpartum. Chez le papa comme la maman, je crois. Effectivement, chez papa comme la maman. Ou les co-cons. Ou les coparents. Est-ce qu'on peut peut-être parler déjà des risques, de ce qui peut arriver, ce qu'on peut retrouver en postpartum et comment du coup pour mieux préparer ça? Il faut savoir qu'il y a le baby blues qui est lié à la chute d'hormones du coup après l'accouchement, mais du coup ça arrive très très vite en fait. Et normalement c'est pas censé excéder quelques jours. On va se sentir fatigué, dans un état un peu triste, voilà, mais ça ne doit pas s'installer. C'est vraiment quelque chose qui ne s'installe pas, qui est lié vraiment, voilà, et c'est vraiment lié aux hormones. Ça n'empêche pas que c'est pas confortable à vivre, hein, bien sûr, mais qu'il faut en parler si on se sent pas à l'aise, mais normalement c'est censé passer. Et c'est vraiment bien à distinguer de la dépression du postpartum, qui elle peut subvenir bien plus que dans les premières semaines. Enfin, elle peut arriver beaucoup plus tardivement et qui vraiment est une dépression. Donc c'est une maladie mentale qui peut être déclenchée par plein de choses. Alors moi je suis pas spécialiste de la dépression du postpartum, mais si on a un doute, il faut savoir qu'il y a si on se sent fatigué, jamais de bonne humeur, qu'on sent qu'on a l'impression de s'enfoncer un petit peu, il y a un outil qui est, donc pareil, on mettra le lien, pour déjà avoir une première idée de ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est un outil de prévention, comment dirais-je, de pré-diagnostic, où en fait on répond à des questions. Et à la fin, en fait, en fonction du score, ça dit attention, pensez à consulter, parlez-en à quelqu'un, ne restez pas seul. Et du coup, ça permet de savoir où on en est.
avant même de consulter si on n'est pas à l'aise directement avec l'idée d'en parler. D'accord. Et par contre, à la suite, surtout, on consulte parce qu'il ne faut pas rester seul avec une dépression. Il faut savoir que la mortalité, la première cause de mortalité chez les mères, c'est le suicide. Donc c'est dû à des dépressions qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne sont pas traitées. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. D'accord, ok. Donc déjà savoir qu'il existe toutes ces étapes-là qui peuvent arriver, c'est important parce que de se dire ok c'est normal en fait, il y a une chute d'hormones, il y a un moment donné où le baby blues arrive, quand on sait que ça peut arriver, ça peut être plus facile à appréhender que à anticiper, que quand on a ça qui nous arrive devant nous là et on se dit oula attends là ça va pas du tout, il y a rien qui va. Et du coup, ça peut aider le coparent et dire ok, ça c'est normal, bah du coup je vais, j'en sais rien, je prends la relève sur bébé ou je prépare une tisane bien chaude pour essayer de limiter l'impact de ça en fait. Et puis du coup, ça permet de le savoir, comme tu dis, de pouvoir prendre des mesures entre guillemets, des mesures c'est un bien grand mot, mais d'avoir des petits gestes, des petites choses. Nous, pour un petit peu préparer ça et anticiper un petit peu tous ces moments de rush, avec à la maison bébé qui est là, puis on doit refaire à manger, renettoyer, enfin on reprend notre vie petit à petit, avec moi dans mon cas, la maman Camille qui était KO, c'est-à-dire elle était au lit, elle ne pouvait pas bouger, ou assez peu, donc ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le mois d'or. Donc, un livre que je vous invite à lire si ça vous intéresse. On mettra un lien dans la description. En fait, ça part de l'approche aussi un peu... je crois que c'est surtout en Chine qu'ils font ça à la base. C'est que les femmes, elles sont considérées comme je suis là pour... Déjà, je donne énormément à mon bébé. Déjà, je dois m'en remettre de tout ce qui s'est passé. Quand même, le corps a fait un sacré effort. Mentalement, c'est aussi très lourd. Si on allaite, on est épuisé aussi par l'allaitement. Le fait de produire du lait, c'est quand même quelque chose de très épuisant. La femme, elle a besoin de se reposer. C'est un fait. Elle a besoin d'être là pour, si elle doit allaiter, juste allaiter son bébé et dormir. Et si elle n'allaite pas, juste dormir. Et en fait, juste s'occuper d'elle et reprendre des forces. Donc en Chine, ça se passe comme ça. Les femmes, pendant un mois, elles sont vraiment considérées comme des reines, quoi. Elles ont le droit à tout faire. Enfin, c'est elles qui choisissent ce qu'elles veulent faire et surtout se reposer. Et autour, tout le reste, tout le monde autour d'elle bouge pour l'aider. Donc que ce soit elle, quand elle a besoin de faire une sieste, quelqu'un d'autre s'occupe de son bébé. Quand elle a besoin de manger, on lui donne des bonnes choses à manger et que c'est pas juste... je sais que ça peut être tentant de se dire ok, on se commande un truc vite fait, pourquoi pas de temps en temps évidemment, mais le plus possible manger des choses vraiment bonnes, qui nourrissent bien, variées, de la nourriture qui va vraiment aider la maman à se remettre vraiment en bonne santé. Et tout ça, on a besoin de monde autour de nous. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais vraiment, c'est un petit peu ça le principe, c'est que la maman ne doit pas être seule, elle doit être vraiment entourée à fond. Et le fait de prévenir avant des personnes qui sont OK de nous accompagner dans cette manière-là de gérer le premier mois, c'est hyper important. Donc déjà, vous mettre d'accord avec votre conjoint, votre accompagnant. Et si vous êtes seul, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être une doula, ça peut être une personne accompagnatrice qui va vous aider à faire à manger, qui va en fait faire toutes les petites choses que vous n'avez vraiment pas du tout la tête à faire, le ménage, débarrasser des trucs. Vos parents, nous ça a été le cas, on en a parlé à nos parents et on a demandé à ce que nos mères respectives viennent chacune 10 jours l'une après l'autre pour qu'en fait on ait toujours quelqu'un avec nous à la maison qui pouvait nous seconder, nous aider à tout moment. Si on avait besoin de sortir tout seul, en fait on savait qu'elle était là pour gérer et en fait ça nous a vraiment énormément soulagés. Ça nous a aussi permis d'avoir des vrais moments pour nous en fait aussi, de pouvoir se retrouver, c'était vraiment important et moi ça m'a post ça, je me rends compte que ça m'a aidée à ne pas me retrouver surchargée de choses à faire, parce que même quand on se dit ok c'est bon, c'est mon compagnon par exemple qui va gérer, à faire la vaisselle, faire à manger, faire etc., on peut se sentir non mais moi en attendant je fais rien, je suis là à attendre, désolée, de s'excuser tout le temps, etc. Faut vraiment se dire non, là c'est bon, t'as donné un truc de ouf là déjà, c'est ton moment, repose-toi et c'est déjà
incroyable ce que tu viens de faire. Et c'est vraiment ça, le mois d'or, c'est le mois pour mettre la mère sur un piédestal et que tout autour, ça s'organise pour qu'elle puisse reprendre le plus possible sa force. C'est vrai que pendant ce moment-là, t'avais tendance à vouloir t'excuser et dire je fais rien, etc., etc. Mais comme ça a été dealé dès le départ et en amont, tu te reprochais pas de pas faire ces choses-là parce que c'était écrit et c'était l'objectif. Et aussi, nous, ce qu'on a voulu éviter avec le mois d'or, c'est qu'en général, il y a la famille qui vient tout de suite à la maison et on se met à devoir aussi gérer les invités, que ce soit leur faire à manger, nettoyer avant qu'ils arrivent, devoir papoter alors que tu as envie de dormir et que tu as une fenêtre pour aller dormir. Et ça, c'est des choses que nous, on a mis de côté. On est allé voir nos parents tout de suite en leur disant, si vous venez, c'est pas pour voir la petite, c'est pour nous faire à aider. manger. Exactement. Non, mais vraiment, c'est important qu'ils leur expliquent ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est de dire, bah oui, si vous venez, vous venez avec le plat, vous venez, vous nous videz en lave-vaisselle, enfin, je donne des exemples, mais je suis totalement d'accord. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'on a vite ce sentiment de culpabilité de oui, mais ils veulent voir l'enfant, du coup, je les accueille, et en fait, tu prends sur toi, du coup, tu accumules une certaine fatigue, alors qu'en fait, tu peux te l'épargner d'une manière simple. Enfin, entre guillemets, je dis simple parce que c'est pas évident à mettre en place. Hein, mais j'en parlerai après comment on l'a mis en place. D'une manière générale, c'est simple. Ouais. Quand on le dit comme ça, par contre, à mettre en place, c'est plus complexe. Mais effectivement, c'est hyper important. Mais surtout que là, vous parlez de famille et tout, mais si on est seul, on peut quand même le préparer. Ce mois-là, je trouve, en cuisinant d'avance, des plats qu'on peut congeler. Ça veut dire qu'on a quelque chose de sain, mais qu'on va juste faire décongeler. Enfin voilà, c'est déjà un moindre mal. Il y a aussi des assos, quand tu parlais de doula, mais il y a aussi des assos comme Super Maman France qui font, où c'est les bénévoles qui amènent un plat, qui proposent aussi de plier une banette de linge par exemple, et qui repartent. C'est pas les TGIF, TISF. TISF, ouais, c'est ça. Les techniciens de l'intervention sociale et familiale qu'on connaissait pas. Mais encore faut-il pouvoir avoir accès, savoir et avoir accès à ces ressources, mais en fait, il y a des choses possibles. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est le manque d'information qui... Nous, moi, je me souviens, mes parents sont plus ensemble, donc je les appelle indépendamment pour leur expliquer le mois d'or et quel est le projet. J'appelle ma mère et je lui dis, voilà, après l'accouchement, les gens qui viennent, ils viennent pour nous aider en premier. Donc c'est faire des machines, faire les courses, faire à manger, pour que Camille puisse utiliser toute son énergie à s'occuper de la petite et que moi, je puisse utiliser toute mon énergie à m'occuper de Camille. Et donc ma mère un peu comme en mode mais du coup on viendra pas à la maternité pour la voir déjà, tu vois, parce que c'est non merci. Non merci. Après j'appelle mon père pour lui expliquer et mon père il comprend pas. Il a dit mais je fais juste un aller-retour pour venir la voir. Je fais juste un aller-retour, mais non justement c'est ça le but, c'est que il y ait pas cette charge de tu fais un aller-retour, c'est si tu viens pour filer un coup de main. Si tu viens pas pour ça, tu viens pour être aidant quoi. Tu viens pas tard. En fait, tu viens plus tard, tu viens dans 30 jours. Ma sœur, quand je l'ai appelée pour lui dire ça, pareil. Elle a pas compris, elle a dit non mais du coup vous m'empêchez de la voir. C'est pas du tout, c'est très culturel. Non. Du coup nous dans les faits les gens ils viennent à la maternité. Enfin c'est culturel, c'est tu viens. Mais en fait c'est épuisant. On disait tout à l'heure il y a 50 000 passages. Donc s'il y a en plus du passage de la famille c'est fatigant. Et d'ailleurs avec le Covid ils avaient remarqué que les mamans étaient beaucoup plus reposées vu qu'il y avait plus de visites, les bébés pleuraient moins, les allaitements maternels fonctionnaient vachement mieux. Enfin voilà, donc je dis pas qu'il faut absolument interdire toute visite et tout. Je dis juste qu'il faut nuancer et que toutes ces visites, comme tu dis, soit c'est de l'aide, soit il vaut mieux pas qu'il y en ait. Je suis totalement d'accord avec ça. Après, chacun, je dirais, c'est comme le projet Naissance fait son mois d'or avec ce qu'il veut mettre dedans. Voilà. Mais je pense que c'est... Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper important qu'il y ait la maman qui arrive jour J. Et même moi, jusqu'au dernier moment, je me suis laissé le choix de me dire, si ça se trouve, je vais avoir envie que ma maman, elle soit là au jour de la naissance. Et elle était prête à débarquer à tout moment. Mais au final, j'ai senti que j'avais envie après tout ce moment à la maternité avec plein de monde, j'avais juste envie de me retrouver seule dans mon petit cocon familial, me redécouvrir avec mon conjoint et ma fille, pour ensuite accueillir nos parents qui allaient être les aidants à ce moment-là. Mais évidemment, ça c'était très personnel et il y en a pour qui c'est hyper important d'avoir justement toute la famille, d'être entourée et de se sentir mieux comme ça en fait. Juste un petit bémol sur les visites à 1000. Quand il y a des visites de l'entourage, c'est pareil, il y en a qui adorent, c'est génial. Des fois, quand tu rentres dans la chambre de la maternité et que tu as 10 personnes, tu te dis, bon, quand même, on est dans un milieu hyper confiné, c'est un peu
dangereux pour le bébé niveau virus, quoi. Donc, quand vous recevez des gens qui... Voilà, le coqueluche, ça, on l'a dit. Mais même au-delà de ça, il y a plein d'autres virus contre lesquels on peut être vacciné. Donc, vous pouvez bien sûr faire voir votre bébé à qui vous voulez. Mais essayez de faire pas plein de personnes au même endroit dans un tout petit endroit, quoi. Le mieux, c'est de faire progressivement, si vous voulez, 2 personnes par 2 personnes. Donc, on évite de faire... Et faire attention aux enfants aussi. Voilà, les enfants de moins de 3 ans, pareil, souvent très porteurs de virus. Après, il ne faut pas non plus les éradiquer de la surface de notre... les pauvres. Mais c'est vrai que Au moins, dès qu'ils sont codés ou quoi, on essaie d'éviter de les approcher. Ça fait partie du bon sens. Mais ça, c'est des conseils et ça reste aussi votre décision de se dire moi, c'est hyper important qu'il y ait mon oncle, ma tante, mes trucs qui viennent. C'est largement OK aussi. D'ouvrir cette idée-là aussi, Oui. de se dire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles en fait. Oui. Et de pas se faire imposer d'avoir la famille qui vient, alors que peut-être qu'au fond, on sent que c'est peut-être pas ce dont on a besoin. Et pour savoir dire non en fait. Ouais. Et de tenir son truc, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on l'annonce à nos proches et qu'ils nous disent OK. Et puis quand le jour arrive, on dit ouais, en fait, moyen OK, j'aimerais quand même bien. Oui, bah non, essaye de respecter ça parce que pour nous c'est hyper important et on parle vraiment que des premiers jours. T'inquiète pas, tu vas la voir aussi après, mais je comprends aussi que ça peut être très très compliqué à comprendre. Et puis il y avait aussi cette inquiétude que j'avais moi aussi juste avant d'accoucher, c'est que je me disais à partir du moment où j'aurai mon bébé, plus rien, enfin toutes les personnes vont venir voir mon bébé et moi je vais être mise de côté alors que j'imagine besoin d'attention. Enfin vraiment j'avais ce truc de on va me laisser de côté alors que c'est moi qui ai tout fait. Alors que non mais bon voilà, alors que j'ai besoin d'aide aussi, tu vois, j'ai besoin d'être accompagnée et ça je l'ai dit à mes copines aussi qui m'entouraient, qui n'étaient pas forcément à côté parce que on n'est pas à côté de nos amis proches à Lyon, mais j'avais du coup des messages souvent de mes amis qui m'envoyaient des messages en me demandant « Et toi, comment ça va ?» En fait, juste ça fait du bien aussi. Parce que juste demander « Et le bébé ?» En fait, on s'oublie déjà un peu nous parce qu'on passe du temps à s'occuper de son bébé. Quand on se rappelle aussi que nous aussi on existe et qu'on s'inquiète aussi pour nous, ça fait du bien. Et donc voilà, juste rappelez-vous que vous existez et prenez soin de vous, c'est important pour que vous puissiez prendre encore mieux soin de bébé. Alors, je voudrais aussi qu'on parle du rapport au corps. Alors, je pense que c'est surtout pour la maman qui a accouché, voilà. Quoique, il y a aussi parfois l'accompagnant qui prend des petits kilos de grossesse pendant la grossesse pour faire la petite couvade pour bien accompagner la maman. Mais c'est vrai que c'est des questions qui sont revenues aussi dans les questions qu'on avait posées sur les réseaux sociaux. Quand vais-je retrouver mon poids d'avant-grossesse ? Donc, c'était des thématiques qu'on avait dit qu'on aborderait peut-être. Julie, si tu veux en parler un peu. En fait, il faut avoir conscience que le corps, pendant 9 mois, il fait un boulot de dingue. Et il prend les kilos au fur et à mesure. Donc, il faut avoir conscience qu'à J3, les kilos seront toujours là. Et ça se démocratise beaucoup sur les réseaux, c'est chouette. Des personnalités qui montrent un peu plus la vraie vie du postpartum. Donc, le corps, le lendemain, avec le slip filet, les trucs pas très beaux. Pas très beaux, qu'on juge pas très beaux, mais qui finalement sont de l'ordre de la normalité. Et en fait, je pense que c'est important. C'est important. Je veux pas donner d'injonction parce qu'on a le droit de pas être d'accord avec ça et pas être à l'aise quand même. Mais remercier ce corps qui vient de faire un boulot de dingue, d'être indulgent avec ce corps, ou en tout cas, au moins, de pouvoir se dire, c'est compliqué, de pouvoir se le dire, c'est dur pour moi, et c'est OK. Et de se dire, je vais essayer de faire avec. Alors, on fait du mieux qu'on peut, mais puis après, moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir trouver des choses qui vont nous faire avoir un rapport à notre nouveau corps, en fait. Ça passe par du massage post-natal, par exemple. Je trouve ça assez chouette. Moi, j'en ai fait un à J7. Ouais. Ça m'a fait un bien de dingue, alors que, oui, j'étais toute flasque. Mais en fait, je me suis sentie drainée dans mon énergie et de prendre soin de ce corps qui venait quand même de faire un boulot monstrueux, ça m'a fait du bien. J'ai fait un soin avec une doula au bout de 3 mois aussi, avec un resserrage de bassin qui est très contenant et qui du coup est super agréable. Et en fait, je trouve que c'est plein de choses comme ça qui peuvent venir apaiser le rapport au corps qui, pour ma part, était assez complexe après ma première grossesse. Je l'ai mieux vécu pour la deuxième, puisque du coup, je pense que je savais mieux à quoi m'attendre. J'avais pas d'attente par rapport à mon corps, en fait, juste d'être debout et de pouvoir me permettre de m'occuper de mes enfants. Et j'ai fait les photos de grossesse avant pour déjà accepter de prendre ces kilos, et ensuite des photos de naissance où dessus je suis moi-même.
et sans chercher à tout prix à rentrer dans un pantalon ou quoi. Je suis moi-même, donc je suis avec une robe ample, en train d'allaiter mes enfants. Ouais, on voit que j'ai mes kilos de grossesse, on le voit, moi je le vois, a priori tout le monde les voit pas. Donc je me dis non, t'es trop belle, oui, merci. Mais voilà, du coup je trouve que ça permet d'adoucir. Après, voilà, qu'on soit pas bien, c'est aussi ok en fait. Pas d'injonction au body positive à tout prix, parce que c'est chouette d'être en accord. Enfin, moi j'adore ça, le body positive, on est bien avec son corps, c'est cool, mais faut pas non plus le vivre comme une injonction parce que je trouve ça triste en fait. Il faut que tu sois d'accord avec ton corps, aime ton corps. C'est vrai, il y a aussi cette injonction qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux de ok, tu vas pas perdre du poids tout de suite dans les premières semaines, il faut 9 mois pour s'en remettre. Mais en fait, du coup, tu t'attends qu'au 9e mois, ça y est, ça a mieux aussi. En fait, mais non, stop, à pas de règle. À se dire, il y a un moment donné, ça va. Il y a ce jour-là, ça ira 9 mois à l'intérieur, 9 mois à l'extérieur. On voit souvent ce truc-là. Franchement, vous mettez pas trop de pression. En fait, tant que vous vous sentez ok comme tu disais, je suis debout, je peux m'occuper de ma fille, de mes enfants, et ça va passer, ça va aller mieux, et je vais faire tout en fait pour en faire en sorte que ça se passe bien. Donc effectivement, les photos, c'est intéressant. Oui, je trouve que ça amène une beauté sur le corps et un regard différent sur son corps à soi. Moi, je pense que c'est important aussi d'en parler avec le coparent, parce que sinon, on reste un peu dans notre tête et à se dire non, mais de toute façon, là, j'aime pas du tout. Moi, personnellement, voilà, j'ai un problème avec mon ventre, mais déjà d'avant grossesse. Et donc, du coup, l'idée de me dire, ok, après la grossesse, comment il va être, comment je vais me sentir dedans, est-ce que je vais perdre mes cuisses, il y avait vraiment plein de questions. Mon corps, il va changer. Est-ce que ça va être ok vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la personne avec qui je partage ma vie, etc. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de partager ça pour que cette personne-là puisse vraiment nous rassurer et nous dire, mais en fait, rends-toi compte de ce que tu viens de faire aussi, quoi. Et oui, parce qu'on a beau le savoir, un petit rappel de temps en temps, ça fait jamais de mal. Vous avez créé un être humain. Voilà. Un détail. Rien qu'à savoir pour la fatigue qu'on a, je sais qu'à la fin du premier trimestre, le débit cardiaque, c'est plus 30%. Si on se rend compte, c'est énorme, 30%. Le cœur marche 30% plus dès la fin du premier. Donc ça veut dire que, rien que ça, c'est... voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bon à savoir. Non, mais c'est vrai que c'est usant, quoi. Mais tu construis un être humain entier, tu lui donnes du sang, du fer, en fait, c'est sûr que faut déjà se dire, je ne l'ai pas vécu, je me rends peut-être pas compte, mais se dire, waouh, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc 2 secondes pour les trucs qui sont de l'ordre du physique, etc., ça va revenir tranquille. Et ça reviendra peut-être même jamais complètement parce que le corps, le bassin, il a fait un passage d'enfant quand même. Donc même avec un resserrage de bassin et tout, selon la morphologie qu'on avait de base, ça reviendra peut-être jamais complètement. Et de pouvoir du coup l'intellectualiser et dire ok. Et si on n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce désaccord avec soi-même, presque avec soi-même finalement. Mais c'est aussi de se dire, le corps il change, mais il évolue en fait avec ou sans bébé. À un moment donné, ton corps il change en fait. Oui, donc parce qu'il faut pas se mettre la pression dans le temps. Voilà, peu importe. En fait, le corps il finit par changer. Il y aura des rides, des vergetures, de la cellulite, quoi qu'il arrive. À un moment donné, le corps il évolue et donc il évolue d'une certaine manière quand on a eu un passage d'enfant. Mais en fait, c'est juste que l'évolution est très rapide et c'est souvent ça qui est difficile à voir dans un miroir, je trouve. Et d'ailleurs, il y a une question, tu en parlais, qu'on nous a posé des tonnes de fois, c'est quand est-ce qu'on peut reprendre le sport, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Il y a aussi le périnée, c'est peut-être 2 questions différentes, je sais pas trop, mais... Il y a un lien quand même. Ça se complète bien. C'est vrai que le sport après grossesse, c'était une question qui revient tout de suite. C'est... est-ce que je peux reprendre tout de suite après? Est-ce qu'il faut vraiment que j'attende la rééducation du périnée? Quand est-ce qu'elle arrive, la rééducation du périnée? Je pense que ce qui est important, c'est de se dire si on se sent bien pour commencer à se remettre en mouvement, à faire des choses, allez-y, franchement. En tout cas, avec le programme postpartum qu'il y a sur le studio Kams Yoga, j'ai fait vraiment un programme avant 8 semaines et après 8 semaines. Parce que je pars du principe qu'à peu près à 8 semaines, on peut commencer la rééducation postpartum. Enfin, la rééducation du périnée, pardon. Et donc, du coup, il y a quand même des choses à faire, qu'on peut faire vraiment avant. Notamment, je pense à la fausse inspiration thoracique, qui aide vraiment l'utérus à
à se retonifier un peu vers le haut. Et puis voilà, à remonter un peu tous les organes du petit bassin. Mais même rien que des petits mouvements simples, des respirations. En fait, il n'y a pas forcément besoin de grand-chose, mais il y a plein de choses qu'on peut faire sans évidemment se forcer avec les abdos en se redressant trop vite. Il y a plein de choses qu'on peut indiquer, rien que de savoir se redresser et de s'asseoir sans forcer sur la cingle abdominale. Et après la rééducation du périnée, ou en tout cas pendant la rééducation du périnée, on peut voir ça avec du coup son kiné ou sa sage-femme qui nous accompagne pour ça. Mais là, on peut commencer à se remettre à faire du sport, mais en faisant bien attention à faire tout dans le sens de je préserve la santé de mon périnée, parce que quand même, il a vécu quelque chose d'assez intense. Hein. Même en cas de césarienne, effectivement, parce qu'on a tendance à dire le bébé est pas passé par voie basse, et donc c'est à ce moment-là que le périnée prend cher. En fait, il y a aussi eu les mois de grossesse où bébé il a vraiment appuyé énormément sur le périnée, et puis les contractions utérines au moment, les contractions de travail, ça fait que le périnée a besoin aussi d'une rééducation. En tout cas, c'est très fortement conseillé, et autant l'utiliser en France, c'est pris en charge, c'est remboursé. C'est pas le cas dans tous les pays, donc franchement, c'est un truc qui est vraiment super chouette chez nous. Donc profitez de ça pour du coup vous rapprocher d'une sage-femme ou d'un kiné, sachant qu'il y a plusieurs manières de rééduquer le périnée. Ça peut être à la sonde ou ça peut être de manière manuelle. Je crois qu'ils peuvent être complémentaires aussi. Si c'est manuel et qu'il y a une petite faiblesse, souvent on vient compléter je dis on, mais c'est pas moi. Hein. Mais souvent les soignants viennent compléter en sonde pour aller vraiment stimuler. Plus en profondeur peut-être. Ok. Et après ils reviennent à la méthode manuelle ou que sonde. Je connais pas la manière que sonde. Alors d'une expérience personnelle, donc j'ai une amie qui a fait la rééducation périnéale en même temps que moi. Donc moi j'avais vraiment cherché à le faire de manière manuelle avec visualisation, parce que c'était quelque chose que j'avais déjà appris dans des formations sur le périnée. Donc pour moi c'était assez clair et j'avais vraiment envie de le faire de cette manière-là, qui est d'une manière qui est prouvée un peu plus efficace quand même et plus précise, parce qu'on arrive vraiment à aller chercher plusieurs endroits pour remuscler le périnée. Il y a des périnées superficiels et profonds. Et puis, il y a la sonde où quand on n'a pas forcément, et c'est la majorité des femmes, notion de ce que c'est que le périnée et de comment l'activer, comment le contracter, comment le faire, la sonde, ça peut même être délétère. En fait, sans faire attention, on peut finalement pousser au lieu de venir le contracter vers le haut. Bon, tout ça, vous pouvez l'apprendre dans le yoga postpartum où j'ai fait tout un chapitre sur le périnée et comment l'activer, etc. Mais bon, l'idée, c'est qu'il faut vraiment réussir à remonter tout vers le ciel. On pense à retenir une envie de gaz, de sel, d'urine pour être dans le grosso modo, mais c'est un peu ça. Et donc parfois, quand ça parle pas ou qu'on nous explique pas très bien, ma copine, elle, en fait, pendant toute la rééducation du périnée à la sonde, parce qu'elle était enfermée dans une salle, la femme, elle lui mettait son truc, elle partait pendant une demi-heure, elle revenait et c'était fini. Elle devait juste serrer son périnée pendant qu'il y avait des petites barres qui montaient et qui descendaient, donc ça peut être assez rigolo à faire. Mais en fait, elle poussait. Et du coup, ça faisait quand même une stimulation, comme si ça activait son périnée. Or, elle était vraiment en train, au contraire, de pousser, ce qui n'était absolument pas ce qu'on cherchait à faire, et on cherchait à faire le contraire. Donc en fait, elle s'est remise à la course au bout de 12, 13, 14 séances de rééducation, et fuite urinaire immédiate, alors qu'elle n'a pas compris, qu'elle est allée voir après une autre spécialiste qui s'est rendu compte qu'en fait, elle était en train de pousser au lieu d'aspirer, donc quand même la base. Faites-vous bien accompagner. C'est hyper important. Hein. On a tendance à en parler juste après l'accouchement, pour la rééducation du périnée, mais en fait, même si vous n'avez jamais eu d'enfant, ou même pendant la grossesse, ou même après, même quelques années après, c'est toujours bien de faire un petit examen de où en est mon périnée, quand on se rend compte qu'on a peut-être quelques problématiques, par exemple de fuite urinaire, parce que ça peut arriver. Ou de difficultés dans les rapports sexuels, parce que ça peut arriver aussi après l'accouchement, ça peut être douloureux, ça peut être pas du tout agréable, et la rééducation périnéale aide vraiment aussi à remettre tout ça en place. Et je pense que c'est important de bien se faire accompagner, de ne pas faire n'importe quoi, de bien soulever quand vous êtes aux toilettes. Allez, on parle de pipi et de caca, mais c'est important. Vous prenez une marche
que vous mettez sous vos pieds pour ramener les genoux au-dessus de vos hanches. Mais déjà, testez ça une seule fois pour aller à la selle et vous m'en reparlerez. Je te l'avais piqué ton plomb. Ouais. Attends les avis. On attend vos avis. Dans les commentaires. Mais franchement, ça, c'est dingue. En fait, l'idée à la selle, comme quand on va aux toilettes classiques pour faire pipi, c'est de ne pas pousser. Ne jamais pousser, alors qu'on a tendance à dire vite, il y a quelqu'un qui est derrière la porte, vite, il faut vite que je retourne faire mon call. En fait, non, quand on est à la selle ou quand on est en train d'uriner, c'est vraiment je relâche les sphincters, je me détends. Et pour détendre le périnée, le plus facile, c'est de venir dans une position de squat en fait. Une position où on a les genoux un peu plus hauts. Donc par exemple, les toilettes à la turque là, c'est les meilleures toilettes où faire pipi dans la nature, c'est top pour ça, pour vraiment relâcher le périnée. Faire pipi debout, c'est pas top, le périnée il est actif. Donc pipi dans la douche, vaut mieux éviter, même si ça peut être confortable. Et écolo. Mais alors, debout quand même en postpartum immédiat pour éviter les brûlures, vraiment. Mais là, Oui, c'est tout de suite effectivement. après l'accouchement, c'est quand même conseillé, mais juste pour ça. Parce que par contre, effectivement, pour le périnée, c'est moyen bof. Mais au moins les premières fois pour les brûlures, ça peut être pas mal. Oui, très bien vu. Voilà, donc ça c'était C'est la parenthèse pipi. la petite parenthèse pipi caca qui est très importante. Donc voilà, donc j'avais les questions de fuite urinaire, est-ce que c'est normal ? Oui. Oui et non, Enfin, du coup. Oui, c'est normal au début. Évidemment qu'il y en a plein au début sortent de leur chambre pour aller aux toilettes et elles se font pipi dessus. On en rit, voilà, c'est pas grave. Ça va petit à petit aller mieux, mais c'est juste que le périnée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de pression sur lui. Donc laissez-lui le temps de s'en remettre 2 minutes. Mais voilà, vous pouvez petit à petit reprendre ça, mais n'essayez pas forcément de tout de suite venir réactiver le périnée, le contracter en sortant de la salle d'accouchement directement. Laissez le temps au périnée de se remettre de ce qu'il vient de faire, c'est quand même énorme. Donc tranquille, laissez-le se reposer, puis petit à petit, on reprendra. Est-ce que 1 an après, avoir des fuites urinaires, c'est normal ? Du coup, là, non. Enfin, si tu as fait ta rééducation, non. Si tu ne l'as pas faite, oui. Ok. Mais si tu l'as faite, tu n'es pas censé en avoir. Si tu en as, surtout, c'est important, tu vas reconsulter quelqu'un et tu te refais prescrire des séances de kiné pour justement bien rééduquer. Tu peux même, pour compléter ta rééducation du périnée, faire une rééducation abdominale. D'autant plus si tu reprends des sports à impact ou ce genre de choses, c'est d'autant plus intéressant de le faire. Parce que là, tu vas venir vraiment compléter en fait. J'étais à un stage que j'ai donné de yoga et on écoutait de la musique et on dansait, on sautait à fond. J'étais à 5 mois postpartum, 4-5 mois postpartum. Et toutes les mamans qui étaient avec moi me regardaient sauter et me disaient « Mais comment tu fais pour sauter ? Nous, depuis qu'on a des enfants, on ne peut plus sauter. » Je dis « Pourquoi ? Parce qu'on a des fuites urinaires. » Et ça paraît normal. Et c'est ça qui est fou, c'est que moi je me dis, mais les filles, franchement, non, ne vous laissez pas, non mais c'est fou, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires, et si vous en avez, c'est vraiment important. Vous pouvez vous faire accompagner pour ne plus en avoir, peut-être que ça en gêne pas certaines, mais c'est toujours inconfortable d'avoir une fuite urinaire en vrai. Donc franchement, c'est pas très compliqué, il y a des petits exercices à faire, c'est très simple, ça peut prendre que 10 minutes, vous le faites 3 fois par semaine, et franchement, au bout d'un moment, ça s'arrête, et c'est vraiment une meilleure qualité de vie. Et clairement, le périnée, ça aide à soutenir les organes du petit bassin, ça aide pour fermer les sphincters, hein, du coup, anal, etc., urètre, et ça aide aussi pour la sexualité. En fait, on a des meilleures sensations au niveau sexuel, donc pourquoi s'en priver, franchement ? Après tout. Après tout. Voilà, c'était la petite parenthèse aussi. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pour ce super podcast. Je pense qu'il y avait pas mal de matière à écouter et à regarder selon sur quelle plateforme vous êtes là. Donc sachez qu'on est sur YouTube et on est aussi filmé. Du coup, vous pouvez nous voir avec nos chaussettes et nos différentes assises. Et on est sur le studio Kams Yoga aussi dans la partie postpartum. Et on est sur Spotify, voilà. Donc vous pouvez nous écouter aussi, nous réécouter si vous avez envie, dans les transports, là où vous voulez, à la radio. Et si on veut te retrouver, Julie, tu as des liens, réseaux sociaux, comment ça se passe ? Oui, je suis sur Instagram et Facebook, du coup, Autant des familles. Et j'ai un site internet également. Alors autant, c'est AUTEMPS. Hein. Voilà, exactement. Pour que chaque famille ait le temps. Ok.
Voilà, vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux Autant des familles, Julie. Et puis peut-être que vous avez un dernier mot à dire pour clôturer ce podcast, si vous avez envie de dire quelque chose. Moi, je veux bien dire un truc. Ouais. Écoutez-vous. Parce qu'on ne s'écoute pas, on est tout le temps submergé de 1000 conseils, 1000 avis quand on est parent. Mais en fait, on oublie parfois de se faire confiance alors qu'on sent les choses. Donc écoutez-vous. Et si vous sentez que ça ne va pas, vous allez voir quelqu'un d'autre, vous irez voir quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous sentiez que ça va et que vous êtes avec la personne qui va vous aider. Voilà. Super bon conseil. Je pense que ça s'est bien terminé comme ça. Bah ouais, moi aussi. Merci de ce moment de partage que j'ai trouvé très intéressant. Et bah voilà, une prochaine. Ouais, si ce genre de format vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et peut-être qu'on pourra réitérer cet exercice pour peut-être la suite encore d'un bébé un peu plus grand, pourquoi pas. Bah ouais, si vous avez des idées de thématiques ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde avec d'autres professionnels, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Peut-être qu'on le fera en plusieurs parties, on verra ça, mais je pense que ça va durer quand même un peu longtemps, donc peut-être qu'on le coupera en deux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite sur Kams Yoga, sur le studio ou sur Instagram, enfin voilà, sur nos réseaux. Je vous embrasse tous et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao.